histoire de dingue. Il va vraiment être tué demain. Dès que l'ampoule s'allume, on tire. Tout le monde fixe l'ampoule. Je suis arrivé en fait en France, j'avais 17 ans. Et j'ai commencé à faire en fait les études de droit. Et comme je trouvais ça très chiant, je voulais pas le faire. J'écrivais beaucoup, à la base je voulais être écrivain. Donc j'écrivais, et à un moment donné je me suis dit bon, je vais faire un petit court-métrage que je vais écrire pour voir ce que je suis en train d'écrire, si ça fait sens ou pas. Sauf que je me suis complètement gouré parce que ça n'avait rien à voir. Entre ce qu'on écrit et un film, c'est deux choses complètement différentes. Et j'ai commencé en fait à faire un court-métrage qui a duré 2 ans. Et que j'étais en train de réécrire, monter en même temps, voilà. C'est un court-métrage qui fait 23 minutes, 22 minutes. Mais j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis formé, on va dire, en fait, en faisant ce court-métrage pour la suite. J'ai donc effectivement fait 3 IS en option image, n'est-ce pas? Donc au début, je ne me dessinais pas du tout à la machinerie, je savais à peine ce que c'était. Comme beaucoup d'élèves, quand on rentre à 3 IS, on ne connaît pas tous les métiers. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai découvert la machinerie grâce à un des enseignants de l'école qui faisait son court-métrage. Et j'ai découvert la machinerie, c'était proche du cadre et de l'image qui m'intéressait beaucoup et j'ai démarré là-dedans. Le premier film, il y a toujours quelque chose qui vient de notre passé. Beaucoup. Je venais d'arriver en France, j'avais 17 ans, je venais de la Géorgie, c'était les années 90, post-période soviétique. Donc je trouvais qu'en fait la société se divisait un peu en fait en 2 parties, c'est-à-dire qu'en fait il y avait les bourreaux d'un côté et les victimes de l'autre, et tout ça pour arriver à des fins matérielles. Donc la base, très basique je dirais, c'était ça. Donc ensuite, je suis arrivé en fait sur un concept où justement, d'un côté, il y avait des parieurs et de l'autre côté, il y avait des joueurs. Alors, moi, mon parcours, c'est simple. D'abord, je suis d'origine georgienne. Et donc, depuis petit, c'est le pays de cocagne. Et aussi, en parallèle, j'ai toujours été passionné par les images. Bon, je suis dyslexique, alors c'est facile. C'est plus simple d'écrire avec des images qu'avec des mots, donc voilà. Et depuis petit, forcément, le cinéma soviétique m'a toujours passionné et j'ai toujours regardé des films, Tarkovsky, enfin bref, passons. J'ai ensuite décidé de passer Louis Lumière. Pourquoi? Parce que d'une part, c'était quelque chose qui me correspondait puisqu'il y avait des sciences, etc. En parallèle, j'arrêtais pas d'enquiquiner un opérateur qui s'appelle Pierre Lhomme, que j'avais rencontré. Je ne savais pas vraiment au départ ce que ça voulait dire Pierre Lhomme dans le métier. J'ai appris plus tard, en 8-9 ans, j'ai appris. Et donc j'ai eu cette chance inouïe quand j'ai eu le BTS, j'ai encore appelé Pierre Lhomme parce que je l'appelais régulièrement. Et coup de peau, le second assistant opérateur partait et il devait faire un film de René Ferré, Baptême. Et donc il m'a dit, voilà, va voir mon premier assistant et vois si ça fonctionne. Et donc j'ai tenu à ça, et puis après j'ai tenu au reste. Et un jour j'ai fait un court-métrage, comme chef-op. Et là j'ai eu une espèce de révélation, parce qu'avant, pour moi, être directeur de la photo, je comprenais à peine comment dire, les logarithmes ou les diaphes, où ça passait de 2 à 2,8, 4, 5, 6, mais pourquoi on s'énerve avec ça? Coup de chance, j'en fais un petit deuxième, avec un type qui fait une publicité, une fausse pub, qui a eu beaucoup de prix, beaucoup de visibilité. Et un jour, par hasard, on m'appelle justement pour faire ce film avec un Georgien. Donc moi, forcément, j'avais un avis. Et ensuite, je tombe sur Michel Amathieu. Michel Amathieu, il me dit c'est super, j'aimerais bien le faire, etc. Mais là, en fait, j'attends, il était en train de faire un film avec Kusturica. Il me dit, en fait, je connais un mec dans ce truc-là, dans cette folie-là, qui peut t'accompagner et qui peut assurer. Donc, je me dis, je suis d'origine georgienne, en fait, le combat, le bagarre dans la rue, d'accompagner quelqu'un jusqu'au bout et d'assurer.
Ça voulait dire beaucoup. Donc quand il me dit en fait ça, donc boum, ça reste. Donc voilà, ça a commencé un peu comme ça et après on s'est rencontrés avec Nao. On s'est rencontrés et je dois remercier Mathieu en fait pour ça. Donc à Mathieu, en faisant ça, déjà, il posait son nom. Et à Mathieu, à l'époque, il avait déjà fait des gros films, il était très réputé. Et voilà, c'était un engagement aussi de sa part. Ce qui fait qu'on se retrouve tous sur le même projet, c'est que moi, il y a une certaine fidélité par rapport à l'opérateur, puisque je fais partie de l'équipe image, donc forcément, j'appartiens à l'équipe du chef-op, tant qu'il veut bien de moi dans son équipe. Donc moi, je suis resté en contact avec lui, d'une part, et puis Guéla, c'est aussi un réalisateur un peu atypique, avec qui on a développé des choses assez attachantes, enfin voilà, comme il est très attaché à l'image et qu'il est précis dans l'image, et qu'il a apprécié la façon dont je travaillais dans cette direction, on ne s'est jamais perdu de vue. Levez le chien! Le numéro 13! Arrête de tourner la tête! Moi, je voulais faire le film en noir et blanc. Ça, c'était vraiment en fait le choix. Après, c'est qu'en fait, il y avait effectivement des options. C'est que tu pouvais faire tourner en couleur, passer ensuite, rendre le film noir et blanc plus tard. Mais là, pour le coup, ça a été vraiment en fait un choix avec mon chef-op. C'est qu'en fait, il me dit, écoute, voilà, en film, en vrai noir et blanc, on aura telle matière, en fait, on aura ça. Et il me guide un peu là-dedans. Et après, moi, j'y suis, en fait, ça. Ça, j'y suis, en fait, par rapport à ce que j'attends du film, par rapport à ce que j'attends de l'image. Parce que lui, il doit me le fabriquer, en fait, il doit faire la lumière du film. Donc sur l'aspect technique, en fait, évidemment, on se parle. En fait, là, on se parle quasiment plus. En l'occurrence, l'idée de pourquoi le noir et blanc véritable, parce qu'à l'époque, on faisait négatif couleur, télécinéma noir et blanc. Or, j'avais très bien vu que les contrastes n'étaient pas du tout les mêmes quand on partait du négatif couleur, alors que quand on partait du négatif noir et blanc, on avait des contrastes et des détails dans les grilles beaucoup plus intéressants et beaucoup plus tranchés aussi. Donc je mêlais à la fois une pellicule qui était assez tranchée avec des optiques assez doux et une lumière super contraste. Et puis je savais très bien que si je faisais en noir et blanc, étant donné que j'avais décidé de travailler les profondeurs avec des couleurs différentes, de températures de couleurs différentes, mais assez basiques, mais je mélangeais le HMI et le tungstène pour me donner des profondeurs, et je savais que ça fonctionnait très bien en noir et blanc, alors qu'en négatif, passer au télécinéma en noir et blanc, je risquais justement d'affadir et de rendre un petit peu sans perspective les décors. Le choix de tourner en scope, c'est évident. Parce que le scope, en plus, au niveau de la composition, ça permet beaucoup de choses. Or, j'ai vite compris que le cinéma de Guélo, c'était un cinéma de composition, ne serait-ce que parce que quand tu as l'habitude de voir des films soviétiques, tu comprends que la composition est très importante. L'expression simple de Guélo, c'est par rapport au cadre. C'est normal, c'est un réalisateur. Mais c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que vraiment c'est au millimètre près, et ce qui veut dire ensuite, dans la suite de notre collaboration, on s'est mis vraiment à découper d'une façon très précise. Là, j'étais contorsionniste en permanence, parce qu'il fallait que ça soit parfaitement composé, je veux dire, la croix sur l'œil, tu la passes à droite, tu la passes à gauche à ce moment-là, et tu fais pas autrement. Enfin, tout est très très précis au niveau du cadre. C'est-à-dire que vraiment, il a une idée dès le départ, a priori, du montage qu'il va faire en fonction de ses plans, ce qui n'empêche pas de recommencer 100 fois le montage, tant qu'il peut. C'est-à-dire que c'est une sorte de scatanoviste du travail, et notamment au montage. Donc la grosse obsession de Guélo, oui, c'est vraiment sa narration, dans le sens où il sait que sa grammaire, c'est la façon dont il va positionner sa caméra par rapport à son action. J'ai eu de la chance, en fin de compte, même si ça a duré 2 ans, même si ça m'a coûté, entre guillemets, cher au niveau de l'argent et au niveau professionnel, parce que pendant ces 2 ans, j'ai refusé énormément de trucs. N'empêche que moi, personnellement, j'ai au moins quelque chose que je peux revendiquer.
Et ça, pouvoir revendiquer un film, je vous assure qu'il faut travailler, parce que revendiquer, c'est une chance inouïe. Vous pensez que c'est dangereux pour nous d'y aller? C'est le grand-père qui voulait comme ça. Le deuxième film, c'était les scénarios de mon père. Et c'était un film qu'on a co-réalisé. Et j'ai produit et on a co-réalisé. Donc, je pense qu'en fait, il y a des choses, en fait, qui lui sont personnelles et qui me sont très personnelles, mais qui sont à la fois dans le même film. Donc je ne sais pas ce que ça donne comme mélange, mais c'est vrai que c'est différent. Thématiquement, déjà, c'est très différent. C'est un film, voilà, pour un technicien français, de partir à l'étranger pendant presque 3 mois, c'est une magnifique aventure humaine. Voilà, on a fabriqué le projet. C'est lié aussi au fait qu'il y a des affinités qui se créent avec le réalisateur, et ça fait partie des trucs attachants dans nos métiers, c'est que c'est des rencontres avec des êtres humains. Ah bah, oui, déjà l'héritage c'est différent parce que on amène tout le matériel en Géorgie, donc on part sans assurance technique en un sens, puisque quand tu pars à l'étranger et que tu n'as pas forcément les moyens pour avoir 2 corps caméra tout doublé, tu pars un peu comme ça. Et surtout, on part dans un pays bon, d'abord, c'est mon pays d'origine. Donc déjà, faire un long métrage dans son pays d'origine et surtout un pays pas facile d'accès. On aurait dû aller justement à 3000 mètres pour tourner, mais c'était une année où il y a eu des avalanches de pluie, c'était torrentiel et plein d'éboulements, etc. Donc on n'a jamais pu accéder. Ce qui fait qu'on est resté dans cet endroit qui était près de la Tchétchénie, et donc on était aussi près de stations de ski soviétiques très, très anciennes. C'est un peu comme si on était dans les décors de Shining en fait. Et surtout, on était de toute façon aussi accompagné de gardes armés parce qu'on pouvait être aussi enlevé. Et on essaye en permanence, quand on fait un film, de prévoir et d'anticiper. Mais par exemple, le fait que ça soit loin et qu'on soit en pellicule et qu'on avait beaucoup de scènes de nuit et d'intérieur, moi j'avais utilisé toute la 500 ASA et dans ce cirque qui était de nuit, qu'est-ce qui restait? Il restait de la 50 ASA Daylight. Et tu fais de la nuit, bah démerde-toi, quoi, débrouille-toi. Et donc on a fait une nuit, plusieurs nuits en 50 ASA Daylight, alors que tout le reste était en tungstène 3002. Mais tu te débrouilles parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc soit tu tournes pas, ou soit tu tournes avec ce que tu as. Keep it up. Stop. Hey. Au début, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de faire le même film. Ça me saoule. Donc je dis non à tout. Et ça dure quand même pendant 1 an et demi. Ce qu'on appelle l'harcèlement. C'est de tous les côtés. Donc au lieu des 45 propositions pour le film et tout ça. Donc au bout d'un moment, je me dis mais pourquoi pas. Et Paramount fait les ventes du film et en fait ils prévendent le film très 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 cher par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Je dirais le triple de ce qui était prévu. Donc c'est le moment où le problème commence. Il y a des choses, quand on arrive de l'Europe, déjà on a une façon de fabriquer des films, on a nos repères. Là on est perdu en fait, parce que on fait un film qui est au-delà de 12 millions, ça veut dire qu'on devient majeur, ce qui veut dire qu'en fait on est obligé d'employer un certain nombre de techniciens, on a besoin d'eux ou pas. C'est-à-dire qu'en fait on ferait un film qui coûterait plus de 12 millions mais qui se fait entre 4 murs, entre 2 comédiens, on est obligé quand même d'employer 128 personnes. D'avoir une équipe environ en fait de 128. Très lourd. C'est très très lourd. Et le problème c'est qu'en fait il n'y a jamais de responsable. Il y a une chaîne où il n'y a pas de responsable. S'il y a un problème, par exemple en fait il y avait un truc où c'était vraiment très 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 gros. Le jour du tournage, on doit tourner le train. J'arrive le matin à 6h du matin sur le plateau. On me dit en fait on a un problème.
on n'a pas de train. Et je dois tourner le train en fait. Toute la journée, je tourne que le train. Je dis d'accord. Je dis en fait, super. Par contre, là, il doit avoir... il y a quelqu'un est responsable quand même. De là, vous pouvez pas me dire, il n'y a pas de train, il n'y a pas de responsable. Donc on me dit, ouais, en fait, c'est le location manager. En fait, c'est un peu le mec de la régie qui... Donc on m'amène le train aux alentours des 14h. Et vers 16h30, on me dit, overtime. On me dit, en fait, on est en train de dépasser là. On me dit, en fait, il faut y aller. Donc je pense qu'en fait c'est toujours très délicat de faire en fait un film sur des gens ou en fait sur des endroits ou en fait dans un pays si tu connais pas, si t'as pas en fait un ressenti. Donc il faut trouver un juste équilibre. Je pense qu'en fait là, si aujourd'hui je faisais la même chose, je ferais absolument pas pareil en fait, pas du tout. Énormément de choses en fait j'allais gérer différemment. Le cinéma, c'est un art et une industrie. Donc, industriellement parlant, on va dire que 13 Tsameti n'était pas totalement abouti. C'était financé un peu avec des bouts de ficelle. Enfin, voilà, en étant honnête, hein, on ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, le parti pris du film était intéressant, le sujet était fort, la mise en scène elle est aboutie. Et donc, il a été effectivement reconnu, il a été primé à Sundance. C'est un des rares films français qui a été primé là-bas. Il a été récompensé aussi à Venise. Donc voilà, comme quoi c'est pas forcément avec les plus gros budgets qu'on fait les aventures les plus amusantes ou les plus intéressantes. Et sur le premier, en fait, on est avec tout. Parce qu'en fait, il y a des gens qui voulaient vraiment fabriquer le film. Donc, l'énergie humaine, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et aux États-Unis, en fait, je n'avais rien. Je n'avais rien, c'est quand j'ai demandé même un Steadicam, on me dit on n'a pas ça dans le budget, tu sais, en fait, c'est compliqué. Par contre, j'avais 60 Kevin qui étaient payés pour rien faire. Il y a quelque chose qui est extrêmement important. C'est les gens avec qui tu fabriques le film. C'est les gens réellement avec qui tu fabriques le film. Parce que ces gens-là, en fait, le budget, ça se trouve ou pas. Mais ces gens-là, si tu les as pas, tu fais pas ton film. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu fabriques pas la même chose, en fait. On va avancer un petit peu, on est sur la dernière étape, l'étape qui va être actuelle, où on aura à peu près sûr d'avoir 300 spectateurs pour le prochain film, au minimum. Monet, la même équipe, plus de budget un tout petit peu. On commence peut-être par... Le budget officiel, il est à un 5, un C'est 7. Ouais, c'est plus. plus parce que c'est un vrai budget pour de Voilà. vrai au départ. Voilà, avec les gens Et donc payés. on est en annexe 3. Des gens payés donc. Des gens payés, ouais. Voilà. Une équipe, on a 3 caméras en fait. 2 caméras tout le temps, 3 caméras avec le Steadicam. Voilà, on a des grues, on a des lumas, on a plusieurs décors, on a plein de choses. Plus Guéla progresse dans son métier, plus il s'installe un petit peu, enfin peut-être pas dans le confort, j'irai pas jusque-là, mais on a des moyens, les moyens ont toujours augmenté, effectivement. Et donc Monet est un film qui s'est fait dans des conditions presque normales de production, mais ça n'enlève rien au plaisir de fabriquer, parce que c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet. Il y a toujours des contraintes, il faut trouver des solutions à chaque contrainte et c'est ce qui fait que c'est excitant à faire, quoi. Et donc c'était un film qui était aussi rigolo à faire que 13 Tsameti. Monet, c'est un film, c'est un polar, je dirais un polar social. Je trouve mon plaisir en fait à opposer en fait de choses très différentes. Comme le petit braqueur, ils vont se frotter à un moment donné, ils vont cogner avec des vrais durs. Je trouve qu'en fait, un être humain, quand on le met dans une situation dans laquelle il n'a jamais été, en fait, il se découvre, on le découvre, et c'est cette partie-là en fait qui m'intéresse. Monet, oui, donc c'est un film où je savais qu'il y avait beaucoup de décors, beaucoup d'action. Comme c'était un film de nuit au Havre, on l'a tourné en avril très exactement. Donc il faisait bien froid, il y avait bien du vent, tout ce qu'il fallait. Donc c'était des conditions assez rudes pour l'équipe, d'autant qu'il y avait beaucoup de matériel, puisque dès qu'on se retrouve à 2 ou 3 caméras,
Il faut aussi une gestion d'équipe avec donc 2 cadreurs, 2 premiers, 2 seconds, enfin une vraie équipe plus des machinaux électro. Donc on avait quand même une équipe technique assez importante. En fait, comme d'habitude, en fait, il y a eu aussi 1 an de montage. Donc là, on est en finition, dernière finition de l'étalonnage, puisque on aura terminé dans une semaine, puisque le film doit être projeté et projetable rapidement, puisque c'est en septembre qu'il sort. Donc le distributeur fait ses préventes, etc., avec un film fini. Donc voilà, donc c'était une belle aventure que j'espère que vous aurez le temps en septembre d'aller voir Monet. Tu veux dire, oui, je comprends pourquoi. Est-ce que vous avez des questions ? C'était une question concernant le premier film. C'était pour savoir à propos du choix du noir et blanc, si tu pouvais nous en dire un peu plus. Ce noir et blanc, c'était en fait en référence à toute cette culture que je connaissais et que j'aimais du film noir et blanc, en fin de compte, parce que tu as des grands... La lumière des films noir et blanc, pour moi, c'est de la couleur. Enfin, je veux dire, il y a autre chose que simplement... Et puis en plus, on rentre plus dans une sorte d'onirisme, de mystère, en fait, dès qu'on est avec le noir et blanc. Enfin, c'est un avis personnel, mais au-delà de ça, ça nous permettait d'être extrémistes, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de machine arrière possible, il n'y avait pas de doute, on était en noir et blanc et vaille que vaille. Le champ contre champ avec Amorce dans le commissariat, où juste t'as la netteté sur les cheveux de la personne, et t'as la netteté aussi sur le mec qui est en face. Donc je voulais savoir comment t'avais fait ça. En fait, on a simplement utilisé des demi-bonnettes. Tu sais ce que c'est, les demi-bonnettes ? Non. C'est des bonnettes. Les bonnettes, c'est pour rapprocher le minimum de points. Quand tu es à 50 cm, tout d'un coup, tu veux être à 30 cm, tu mets une bonnette. Mais tu mets une demi-bonnette pour justement avoir ton premier plan net, puisque c'est comme si tu étais à 50 cm, et d'avoir l'arrière-plan net aussi. Hitchcock, il le fait régulièrement. Il y a plein de films qui le faisaient. Ouais. Oh, mais si, j'ai encore vu, sur certains films, les gens le font, parce que c'est une galère. Parce que c'est comme avec les fonds verts. Quel est le moment où le pixel il passe du fond vert au pixel de la réalité ? Là, c'est pareil. À quel moment tu places ta demi-bonnette ? Je propose de voir peut-être les conclusions là, des gens en vidéo. En fait, là, entre la réalité et le fantasme, il faut vraiment bien peser et de faire vos choix en fait en fonction de ça. Et surtout vraiment, il faut s'accrocher jusqu'au bout, parce que dans les années à venir, vous allez voir en fait que le beau monde que vous avez imaginé ne sera pas, je vous le souhaite, mais honnêtement, ce ne sera pas en tout cas de cette forme-là, telle que vous l'avez imaginé. Très bon courage et bon courage. Pour conclure cette petite conversation avec vous, en tant qu'ancien élève de 3IS, je vous dirais juste de vous laisser aller, de faire ce qui vous plaît, et puis de faire confiance aux rapports humains, parce que c'est les rencontres dans ce métier, c'est l'envie de fabriquer des choses, et de faire confiance aux gens qu'on rencontre, et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Oui, ils ont raison. Il faut pas se poser la question du temps que vous allez y passer, parce que de toute façon, vous allez y passer beaucoup, parce qu'au départ, effectivement, c'est quel que soit le poste que vous occupez, c'est un métier de compagnon, de compagnonnage. Ça peut être au sens vrai du terme. Tu es assistant dans diverses équipes, c'est comme si tu faisais un Tour de France. C'est vrai que c'est rude, c'est machin, mais quand il y a quelque chose qui est une passion qui vous tient debout, peu importe que ça soit rude, parce que de toute façon, rude, ça dépend de chacun. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, l'ouvrage est remis. On remet à chaque fois toutes nos compétences. On remet systématiquement en jeu tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est tous les jours. Et donc, ça ne s'arrête jamais, en fin de compte. Et c'est des choses qui sont tellement importantes, parce que vous voyez d'autres personnes qui sont dans des pays complètement, avec des cultures complètement différentes, faire, en fin de compte, le même métier. Et on parle tous la même langue. Et on n'a même pas besoin de parler une langue commune pour se comprendre dans le cinéma. Et ça veut dire que à la fois c'est complètement accessible à tout le monde, mais à la fois vous allez pouvoir, avec beaucoup de travail, vous fabriquer votre outil propre et votre façon de façonner les choses.